Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Attablés au magnifique restaurant La Traite à Wendake, nous discutons cette semaine avec Mélanie Vincent, qui travaille depuis plus de 25 ans au service des Premières Nations au Québec et au Canada. Mélanie Vincent possède une vaste expérience en politique et en communication. Conseillère stratégique et entrepreneur, elle est la directrice générale du festival Coué à la rencontre des peuples autochtones, qu'elle a fondé en 2017. Le festival Coué vise le rapprochement entre la population québécoise et les peuples autochtones. Organisé annuellement à Québec, il attire plus de 20 000 visiteurs à chacune de ses éditions. Membre de la nation Huron-Wendat, détentrice d'un baccalauréat multidisciplinaire de l'Université Laval, d'une maîtrise en administration de la justice et de la sécurité de l'Université de Phoenix, en Arizona, et boursière du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU à Genève et de l'UNESCO à Paris, Mélanie Vincent a été adjointe exécutive du chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador de 2007 à 2021. De 2012 à 2019, elle a par ailleurs été chargée de déployer des campagnes sur les processus de réclamation à la suite de différents recours collectifs, notamment celui qui concerne la rafle des années 60. Mélanie Vincent est également formatrice pour l'École des dirigeants autochtones d'HEC Montréal, présidente du conseil d'administration du Salon du livre des Premières Nations Kwayatonk et membre du conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec. Au micro de Mathieu Lavigne, Mélanie Vincent nous parle de ses racines familiales, source de son engagement multiple. Elle nous présente le festival Coué et nous décrit Wendake, sa communauté qui lui est si chère. Mélanie Vincent, Coué. Coué. Tiens, ouais, que Mélanie nous accueillir ici au restaurant La Traite, c'est magnifique. On a la rivière, c'est la Kabirkouba? Oui, la rivière Akawinrak. Akawinrak, Oui. qui passe tout près. C'est magnifique. On invite les gens à venir découvrir le restaurant La Traite. On est bien fiers d'ailleurs. Ah oui, il y a de quoi, c'est magnifique. Mélanie, tout d'abord, j'aimerais souligner d'entrée de jeu à quel point votre feuille de route, elle est impressionnante. Entrepreneur, formatrice, consultante, gestionnaire, fondatrice, tous ces mots s'appliquent à vous. Il y en a sûrement d'autres. Et vous êtes seulement dans la quarantaine. Ah, fin de la quarantaine. Mais quand même, dans la quarantaine. Oui. Et vous avez donc déjà accumulé une incroyable diversité de mandats. Puis on va tenter au fil de l'entrevue de toucher un peu à tout ce que vous avez pu faire au courant de votre carrière. Mais j'ai le goût de vous demander d'où vous vient cette énergie-là, cette curiosité-là, puis cette polyvalence-là qui est la vôtre. Bien, écoutez, ça vient certainement de ma famille, certainement de l'inspiration de ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui, Marie-Paul Sioui-Vincent, qui est la première infirmière autochtone au Canada. D'ailleurs, notre centre de santé ici à Wendake porte son nom. Ma grand-mère a travaillé toute sa vie ici comme infirmière dans la communauté. Elle était très avant-gardiste, très féministe et ça a été une personne qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie. Alors, puis mon grand-père aussi. Mais et j'en parle avec émotion parce que je m'ennuie d'elle encore. Ouais. C'est un mentor, tu sais. Mm-hmm. Alors, cette énergie-là vient de là. Puis ce désir-là de défendre, si on veut, un peu, de travailler pour le peuple et nos peuples, eh bien ça, c'est quelque chose qui m'a toujours appelée. Dès mon plus jeune âge, comme je disais, puisque l'inspiration venait déjà de la famille. Alors voilà, fait que c'est ce qui m'a donné le goût de le faire, puis aussi parce que, disons, assez tôt dans ma carrière, quand j'étais même étudiante, je m'impliquais beaucoup dans plein de causes, puis bon, des choses comme ça, puis et ce qui m'a marqué énormément, c'est que lorsque j'ai travaillé au Centre d'amitié autochtone de Québec. Oui.
Donc, un lieu où vous avez travaillé en début de carrière. Hein? Bien, j'ai travaillé comme étudiante là, depuis, j'avais 13 ans quand j'ai commencé à travailler. Je voulais être indépendante. Je voulais pas que mes parents avaient pas les moyens de nous payer toutes sortes de choses. Fait que moi, je voulais être indépendante puis être capable de faire mes choses, de m'acheter un char un jour, je veux dire, etc. Alors, j'ai commencé à travailler très jeune et aussi dans l'industrie touristique à Wendake. Au musée à Rouen, on appelait ça comme ça à l'époque, guide touristique l'été. Ensuite, au site Huron-Wendat, ici, le Onuwa-Chetekwe, j'ai été guide touristique. C'est là que j'ai appris l'anglais. En fait, je me suis comme fait demander de faire des tours en anglais alors que je parlais pas anglais. Alors, ça a été... J'ai pas eu le choix. Merci aux touristes qui m'ont aidé. Merci. Et puis... alors voilà, quelques années, donc tu sais, comme ça, puis je travaillais quand même, à un certain moment, j'avais trois emplois, puis j'étais à l'université à temps plein, fait que c'était quand même assez intense. Et je travaillais aussi au centre d'amitié après coup, là, lorsque j'étais à l'université pour mon baccalauréat. Et puis voilà, fait que ça m'a beaucoup inspiré le centre d'amitié parce que c'est là que j'ai rencontré vraiment des gens qui... moi, mon emploi à l'époque, là, c'était d'aider les gens qui avaient des problématiques de dépendance, puis les aider, les supporter. Je suis pas du tout une intervenante sociale, mais je remplissais des formulaires pour les gens qui voulaient aller faire un séjour en thérapie. Puis je les aidais dans les procédures administratives, si on veut. Puis, mais évidemment, par le fait même, les gens nous racontent leur histoire, tu sais, en remplissant ces formulaires-là. Puis j'ai rencontré plusieurs personnes de plusieurs nations. Puis moi, j'ai eu le goût d'aider, puis de faire quelque chose. Et étant une personne assez organisée, tu sais, j'étais assez cartésienne, organisée, tout ça, ben j'ai voulu aider à ma manière, tu sais, dans le sens que si moi, je suis bonne pour remplir des papiers, ben je vais le faire, tu sais. Comme ça, toujours exploiter ses forces, là, c'est ce que je me suis toujours dit. Alors, j'ai fait mes études en même temps que je travaillais au centre pendant quelques années. Puis jusqu'à maintenant, puis d'ailleurs, je suis retournée au Centre d'amitié autochtone la semaine passée. Puis je me suis dit, ça a été la plus belle job que j'ai eue dans ma vie. Tellement que j'ai adoré ça. Puis ça fait quand même comme 20 ans, là, même plus, là, que c'est passé. Puis écoutez, c'est mémorable pour moi. Alors, c'est là que j'ai eu la... Tu sais, vraiment, quand on connaît pas les réalités vraiment... on a Wendake, mais il y a toutes les autres nations, les autres communautés, les réalités ailleurs. Eh bien, c'est difficile de faire la carrière que j'ai faite si j'avais pas eu cette expérience-là, selon moi. Oui. Alors, ça a été très, très formateur. Puis, vous évoquiez tout à l'heure la figure importante qui a été votre grand-mère, entre autres, dans votre désir d'aider la communauté, d'y travailler, d'y rester. Il y a aussi la dimension culturelle. Je vous ai entendu en entrevue, vous disiez que vous n'avez pas toujours été fier d'être Wendat, que c'est quelque chose qui s'est bâti à un certain moment. Qu'est-ce qui a été, je dirais, l'élément majeur, le tournant pour vous réapproprier votre culture Wendat et l'assumer fièrement? En fait, j'en étais très fière. Sauf que c'était pas nécessairement quelque chose que je voulais que les gens sachent nécessairement. Parce qu'il y avait tellement de préjugés là, que je préférais le cacher. C'est ça. Vous comprenez? C'est pas que j'en étais pas fière, c'est que j'avais peur de ce qu'on allait dire. Puis j'en ai eu souvent des commentaires, là, écoutez, là, tu sais, toi, t'es blonde, on sait bien, t'es pas une vraie. Tu sais, c'est épouvantable d'entendre ça parce que moi, je suis une femme Wendat. Tu sais, avec, évidemment, comme je disais tantôt, l'inspiration de ma grand-mère, tout ça. Ma grand-mère, là, elle voulait être médecin. Parce qu'elle était une femme autochtone, elle n'a pas pu aller à l'université. Fait qu'elle est devenue infirmière. Tu sais, elle a vécu ces choses-là, là, puis elle me racontait tout ça, tu sais. Ce racisme-là, puis tout ça. Bon, puis cette façon de traiter les peuples autochtones de façon inférieure et tout. Et moi, lorsque j'étais étudiante, j'allais aux Ursulines de Québec. Évidemment, je me suis fait des amitiés qui étaient là, bon, mais il y avait tellement de regards négatifs sur le fait que moi, j'étais pas, je venais pas d'une famille de riches, là, puis de gens qui étaient fortunés, mais nous, nos études étaient payées. Alors, c'est comme si, souvent, j'avais l'impression de pas me sentir à ma place. Vous comprenez? Puis, il y en a eu des propos racistes et discriminatoires à l'époque, je me rappelle. Mais donc, c'est la raison pour laquelle c'était difficile de dire, moi, je suis fière d'être Wendat alors que tu es tout seul. Il y a personne autour pour te défendre, là, si jamais, tu sais, il arrivait.
un propos quelconque à l'époque. Peut-être plus aujourd'hui, ça serait peut-être différent. Mais moi, c'était ça dans mon époque. Alors voilà, mais j'ai toujours été tellement fière d'être Wendat, puis aujourd'hui encore plus. Oui. C'est surtout, en fait, votre crainte des réactions du milieu. C'est surtout exact. Ça. Puis ce que je lisais aussi, c'est que vous avez élevé votre garçon dans cette fierté-là d'être Wendat. Il y a quelque chose qui se répare. Là. Oui, parce qu'évidemment... mon fils en est très fier aussi. Puis lui, il n'a pas nécessairement vécu toute cette pression-là, si on veut. Et puis, évidemment, j'ai toujours dit de jamais être gêné ou être timide du fait qu'il vient de Wendake, il a été ici à l'école. Moi, mon fils, d'ailleurs, moi, j'étais à l'école privée aux Ursulines, comme je disais, puis j'ai passé là mon primaire, mon secondaire. Mais mon fils, j'ai dit non, moi, mon fils, il va aller à l'école ici, à Wendake. Alors, il a fréquenté tout son primaire ici à l'école Wata. Et mon fils, aujourd'hui, il est médecin. Alors, c'est pas parce qu'on a une école ici dans notre communauté qui pourrait être considérée comme inférieure à ce qui se fait dans le privé, je m'excuse, là, au niveau des écoles comme, par exemple, les Ursulines, que j'aime bien d'ailleurs, là, je dis pas rien contre ça, mais c'est qu'il faut être fier de ce qu'on a comme système ici dans notre communauté. Et ça marche parce que mon fils en est la preuve. C'est un message fort. Donc, avoir confiance aussi dans nos institutions, c'est ça. Ah oui. Et Mélanie, parlons un peu de Wendake comme tel. Bon, communauté Wendat vibrante, dynamique, située tout près de Québec. Ce qui est intéressant à Wendake, entre autres, il y a plusieurs organisations autochtones qui ont leur bureau ici. Est-ce que vous diriez qu'historiquement, Wendake, c'est un carrefour? Tout à fait. Écoutez, les routes commerciales menaient... tous les chemins mènent à Rome et à Wendake. Non. Blague à part, oui, effectivement, il y a eu vraiment de nombreuses, historiquement, là, plusieurs routes qui traversent ici, mais Wendake, c'est un carrefour aujourd'hui de manière contemporaine. On a presque la plupart des organisations régionales, qu'on appelle régionales, mais qui couvrent l'ensemble du territoire québécois, là, au niveau des peuples autochtones, par exemple, les commissions régionales, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, sont basées ici, ont leur bureau-chef ici. Pas toutes, mais presque. Alors, je pense que ça favorise aussi quand même notre développement aussi de Wendake. Ça apporte beaucoup de gens qui viennent travailler chez nous. Ça donne de l'emploi, évidemment, aussi à des gens de la communauté, de la nation. Alors, c'est vraiment une fierté. Moi, je pense qu'il faut le considérer comme un atout majeur qui apporte à notre communauté là, vraiment un beau rayonnement. Ah oui, assurément. Mélanie Vincent, mais vous êtes entre autres la fondatrice et la directrice générale du Festival Coué, donc un événement qui se tient en juin chaque année à Québec, qui attire jusqu'à 30 000 personnes par édition. C'est une fête, une célébration là, des 11 nations autochtones présentes sur le territoire aujourd'hui appelé Québec. Célébration des cultures qui passent par la nourriture, des conférences, spectacles, boutiques d'artisanat, bref, j'en oublie, c'est sûr. Quelle était l'intuition de départ, l'étincelle, quand vous avez fondé le Festival Coué? Vous savez, c'est quoi? C'est le 150e anniversaire du Canada. Ah oui? Une réaction. En fait, oui, exact. Ben, en fait, je vais contextualiser la chose. C'est qu'en 2017, on fêtait le 150e du Canada. Puis à l'époque, j'étais l'adjointe de Ghislain Picard à l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Et puis, avec le temps, dans ma carrière, j'ai organisé beaucoup d'événements. Tu sais, bon, comme je disais au début, moi, je suis une fille assez organisée. Fait organiser des événements. Puis d'ailleurs, j'en ai fait ma propre compagnie. Mais cela dit, je travaillais aussi pour le chef Picard. Et puis, en 2017, on a un téléphone du gouvernement fédéral qui dit, ben, on a un peu de sous pour faire quelque chose pour le 150e. On voudrait impliquer les peuples autochtones au Québec, bon, tout ça. Chef Picard m'a dit, Mélanie, occupe-toi de ça. Parfait. Je prends la balle au bon. Et avec 2 personnes, Catherine et Céline, là, qui travaillaient au gouvernement fédéral à l'époque, elles sont venues me rencontrer et on a dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, on ne fêtera pas 150 ans là, du Canada. C'est absolument absurde de penser qu'on allait, nous, souligner ça comme ça. On va plutôt souligner la présence millénaire ou de temps immémoriaux des peuples autochtones. T'sais. Alors, on a utilisé ces fonds-là. Puis moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de faire quelque chose qui rassemble. C'est-à-dire de se donner un moyen de tendre la main aux gens et de dire, ben
ça serait peut-être le fun qu'on se connaisse un peu mieux comme voisins. Pourquoi pas y aller dans cette voie-là? Tu sais, je parle pas de réconciliation, tu sais, je parle de rapprochement. Se connaître, mieux se connaître, parce que c'est étonnant à chaque fois, puis je vais y revenir, mais à chaque festival depuis, je suis étonnée de voir les commentaires des gens qui disent, ben, hey, j'ai jamais su ça, j'aurais aimé le savoir avant. À l'école, on nous racontait pas ça du tout comme ça, etc. Bon. Donc voilà d'où est venue l'idée de Coué à la rencontre des peuples autochtones. Et donc c'est là la célébration du 150e de la Confédération. Oui. Et puis là, la première édition 2017, ça devait être un événement unique qui devait pas revenir, là. Ah oui. Alors, organisons tout ça, et ça a été devant l'Assemblée nationale et tout ça. Bon. Et puis là, évidemment, ça a eu un beau succès. Et moi, je me suis dit, on peut pas laisser tomber ça. C'est pas vrai qu'on va abandonner. On va le refaire l'année prochaine, une autre fois, le 2018. Donc, c'est là qu'en 2018, évidemment, avec l'appui du chef Picard, avec l'appui aussi là, de plusieurs personnes, Stanley Volant, notre porte-parole, en tout cas notre ambassadeur, président d'honneur officiel depuis les débuts, passant. Évidemment, les gens au niveau politique, on avait l'appui pour continuer. Et donc, je suis organisée pour aller chercher des fonds, encore une fois. Mais là, il fallait trouver un montage financier différent, là, parce que, bon, on n'avait plus cette enveloppe-là qu'on avait eue pour le 150e, entre guillemets. Alors, les efforts commencèrent. Et voilà, et je l'ai refait. Pour pérenniser. Ben oui. Et puis moi, j'ai pris ça bénévolement jusqu'en 2023 pour organiser le festival. Alors, j'ai dit, c'est trop important. À chaque année ensuite, on le refait. Puis rendu jusqu'à aujourd'hui, en 2024, on en était à notre 7e édition. Ça aurait dû être la 8e à cause de la pandémie. Celle de 2020 a été escamotée, on va dire. On a fait peut-être quelques trucs là, en ligne, mais bon, c'était pas un festival à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Mais bon. Et là, l'édition 2025, donc c'est en juin. Et est-ce que vous avez déjà les dates pour l'édition 2025? L'édition 2025 aura lieu du 13 au 15 juin 2025 à la place Jean-Béliveau et le 21 juin 2025 aussi. Et on espère avoir un endroit très central en ville. Je peux pas le dire encore parce que c'est pas confirmé, mais ça va être quelque chose. On va rester à l'affût. Donc, 21 juin pour la Journée nationale des peuples autochtones. Tout à fait. Grande fête des cultures autochtones. Oui, parce qu'on a désiré aussi à travers Coué, le festival, c'est toujours vers la mi-juin, comme vous voyez, mais le 21 juin, il faut fêter, il faut célébrer. Donc, on a pris sur nous de dire, on va le faire, on va célébrer quelque chose, on va se donner la peine d'inviter les gens à quelque chose de plus festif, de la musique, par le biais de la musique, là, les concerts et tout. C'est là qu'on va, on met l'accent sur la musique le 21. Ah oui, parfait. Confluent avec Catherine Égo et Mathieu Lavigne. Mélanie Vincent, vous êtes aussi présidente de l'organisme Kwayatonk. D'ailleurs, je crois que le Salon du Livre vient de se terminer. Oui. Si ma mémoire est bonne. Donc, Kwayatonk, qui entre autres derrière le Salon du Livre des Premières Nations, ça se tenait récemment à Wendake et à Québec. Je pense que c'est ça se tenait à plusieurs lieux, là, notamment au Morin Center avec l'exposition toute la foire des éditeurs. Puis à la Maison de la littérature de Québec là, pour des conférences, des panels thématiques appropriés avec des auteurs et tout ça. Là. Alors, oui, ça a eu lieu du 14 au 17 novembre dernier. Et on est très fiers de la participation. Moi, je veux dire, comme présidente du conseil d'administration, évidemment, c'est Louis-Carl Picard-Sioui, notre directeur, l'équipe que je remercie pour l'organisation. C'était exceptionnellement varié. On a toujours aussi, encore une fois, à Kwayatonk, comme à Coué, on essaie à chaque année d'innover puis de trouver des nouveaux sujets puis des nouvelles personnes de la relève qui vient parler de littérature, dans le cas de Kwayatonk ici, au Salon du Livre des Premières Nations. Alors, à chaque année, c'était la 13e édition, le Salon du Livre a plus d'ancienneté que Coué. Mais on collabore ensemble. Je vous dirais que le côté littéraire à Coué est très important aussi, notamment par Je lis autochtone avec la librairie Anénorak, mais aussi avec le Salon du Livre des Premières Nations, avec Kwayatonk, pour faire des activités littéraires aussi. Donc, on essaie
en tout cas, à Coué, de rassembler aussi les autres organismes autochtones qui travaillent plus ou moins dans le milieu culturel, incluant Wapikoni Mobile. Ouais. Il y a aussi au niveau Poimoun-Meshkenou, la marche, le chemin des 1000 rêves du Dr. Volant. On fait une marche. On essaie le Centre d'amitié autochtone de Québec qui vient nous aussi faire de la programmation, des conférences, des trucs. Fait qu'on essaie vraiment de rassembler les gens qui... Coué, c'est comme un peu un véhicule, un beau véhicule, mais ça prend des chauffeurs puis des passagers. Oui. Fait que venez-vous-en. Embarquer, oui. Et quelle place tient, Mélanie Vincent, la littérature dans ce travail de réappropriation culturelle, j'aurais même le goût de dire de résurgence culturelle, notamment du côté Wendat? Quelle place prend la littérature dans ce travail? Bien, écoutez, je ne veux pas parler au nom des personnes qui, eux, portent ce mandat. Mais moi, je peux témoigner, par contre, certainement, comme personne qui aime la littérature, de voir des jeunes, ou même des moins jeunes, prendre le crayon, la plume, pour écrire et pour se donner le droit de porter leur voix par l'écriture. Alors, moi, je trouve ça génial parce que c'est pas traditionnellement, les langues étaient transmises de manière orale, mais aujourd'hui, on voit que les gens couchent sur papier eux-mêmes, leurs histoires, leurs récits, leurs contes, peu importe que ce soit de la fiction ou pas. Alors, pour moi, je trouve que c'est une place qui doit être prise et qui se prend de plus en plus, que ce soit chez les Wendat ou dans d'autres nations. Mais moi, j'en suis témoin, puis j'en suis très fière aussi, puis je suis bonne lectrice. Bonne lectrice, c'est ça. on mentionne entre autres la présence de la librairie Anenorak à Wendake, qui est fabuleuse, à la fois une librairie et une maison d'édition au grand rayonnement. Donc voilà, signe de ce dynamisme littéraire. Mélanie Vincent, vous êtes aussi entrepreneur. Vous l'avez évoqué tantôt. Vous avez fondé votre propre entreprise de gestion événementielle et de consultation. Vous faites aussi partie de l'équipe de formation de l'École des dirigeantes et dirigeants des Premières Nations, donc un lieu de formation créé par et pour les leaders économiques des premiers peuples. Là, je pourrais ajouter aussi que vous avez été directrice générale du Forum socio-économique des Premières Nations. Tout ça m'amène à vous demander, Mélanie, qu'est-ce que vous pensez de la notion de réconciliation économique qu'on entend de plus en plus parler? C'est quoi pour vous une véritable démarche de réconciliation économique? Bien, écoutez, les définitions dépendent de qui parle. Mais pour ma part, je dirais que plus important que la définition elle-même, quels sont les progrès qu'on effectue en matière de réconciliation, peu importe du point de vue des Premières Nations et des Inuits, par exemple, des peuples autochtones. Quels sont les paramètres sur lesquels on peut compter pour dire qu'on en fait de la réconciliation ou du rapprochement ou du progrès dans ça? Et même, il existe très peu de mesures de ça aussi. Oui. Alors, peut-être au niveau économique, bon, là, il y a peut-être des chiffres ou des données qui vont peut-être alimenter davantage le progrès. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment ça que ça prend? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est... Oui ou non, là, je réponds pas à cette question-là. En fait, c'est pas à moi de répondre non plus, bien sûr, là, mais c'est que pour considérer qu'on fait des progrès en matière de, entre guillemets, réconciliation, bien, encore faut-il le mesurer. Oui. Et d'ailleurs, je suis en train, puis ça va être annoncé au début décembre, on travaille avec l'Institut Ashukan et Coué, offrir un sommet qui va s'appeler le Sommet Connexion Autochtone. C'est du 11 au 13 mars 2025 au Palais des Congrès de Montréal. Et ça va être une première pour dire, on invite les gens à se pencher sur justement comment on va mesurer ça, la réconciliation économique. Donc, avec des conférences, des panels, et on se concentre sur la réconciliation économique dans ce cas-ci, mais c'est un premier sommet, il y en aura d'autres certainement, pour faire le suivi de la mesure des progrès en réconciliation. T'sais. Alors, puis il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là. Réconciliation implique que tu t'es chicané, puis que bon, après ça, oui, c'est de renouer quelque chose. On se renoue. Ça dépend des points de vue. Puis moi, je ne veux pas non plus imposer mon opinion là-dessus du tout. Alors, je laisse les gens vraiment, disons, avoir leur propre définition de qu'est-ce que c'est. Puis ça dépend du point de vue d'où tu te situes. Est-ce que, historiquement, comment tu vois la réconciliation, ça dépend toujours de ton vécu. Alors, voilà. Mais en même temps, puisqu'on en parle, et puisque c'est un mot qu'on entend un peu partout, même au pays et tout, ben parlons-en, puis d'une manière à savoir, ben oui, parlons-en, mais d'une chose, est-ce qu'on atteint des objectifs? Alors, on va offrir cette occasion-là de venir en parler.
Peut-être de même de définir, on va essayer d'intégrer l'intelligence artificielle à tout ça, essayer d'intégrer certains paramètres, justement, pour développer éventuellement une boussole un peu comme la boussole électorale, par exemple. Bien, si une institution, que ce soit, mettons, une université, peu importe, dit qu'il fait de la réconciliation, ben, où il se situe dans la mesure du progrès. Alors, en impliquant certains paramètres de calcul, ça soit concret, là. Ça soit concret, mais dire, est-ce que je suis sur l'échelle de 0 à 10, je suis où, là, tu sais? Parce qu'on peut dire qu'on fait de la réconciliation, mais il faut qu'il y ait des gestes. Puis il faut que ça soit d'un point de vue des peuples autochtones, tu sais, que tu peux toi-même décider que, moi, j'ai mis en place, par exemple, un siège au sein de mon conseil d'administration pour une personne autochtone. J'ai, disons, embauché 3 personnes d'origine autochtone, tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence? Donc, peut-être que oui, peut-être que non. À savoir. Ah oui. Ça me fait penser, vous avez été nommé récemment, en fait, il y a 1 an environ, au conseil d'administration du Musée national des beaux-arts du Québec. Ça en fait partie, à vos yeux, justement, d'un signe de cette réconciliation économique ou en tout cas d'une ouverture aux personnes autochtones dans des grandes institutions? Bien, les musées ont notamment été souvent, pas dire accusés, là, mais je peux dire au moins, à tout le moins, partie prenante d'appropriation d'objets sacrés, mais aussi d'œuvres d'art sans, des fois, le consentement. Bien souvent, là, le consentement des peuples autochtones ont été exposés et interprétés. Peut-être qu'aujourd'hui, on voit beaucoup moins ça, évidemment, là, mais les collections sont nombreuses. Elles demeurent à l'intérieur de ces institutions-là, puis ça dépasse les frontières du Québec. Là. On parle beaucoup ailleurs. Puis même, ça va dans l'international. Il y a des œuvres qui sont... En tout cas, ce qui fait qu'il y a quand même un travail à faire, je pense, auprès des institutions muséales pour les sensibiliser à ces enjeux-là. Puis j'ai longtemps été impliquée, moi, avec la Nation Huron-Wendat, notamment pour les ossements de nos ancêtres. Ça, on parle encore... Oui, il y a des œuvres d'art, mais il y a aussi des humains qui ont été, disons, entreposés, puis qui sont jusqu'à maintenant encore là, dans des musées et tout. C'est très fréquent, là, en passant. C'est pas isolé, au niveau de la Nation Huron-Wendat, en tout cas, là. Étant donné le mode d'enterrement de nos ancêtres à l'époque, là, qui était sous forme d'ossuaire et tout, donc dans un rituel collectif. Ce qui fait que lorsqu'il y a du développement sur le territoire, dans nos terres ancestrales, eh bien, souvent, on découvre des corps. Et puis, c'est ce qui fait qu'il y a eu beaucoup dans le passé des curiosités anthropologiques et archéologiques de déterrer nos morts et de les étudier, sans même notre consentement, bien entendu, ou à notre insu. Alors, il y a tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux comme ça. Et puis, moi, je pense qu'il est temps que les musées, puis le font, là, je pense que la plupart le font, soient éveillés à ces enjeux-là et puis ouvrent les archives et commencent à rapatrier aussi aux peuples autochtones, lorsque les peuples le souhaitent, de leur redonner au peuple ce qui leur appartient. Des objets sacrés, notamment. Des objets sacrés, notamment, mais encore une fois, il y a aussi notre fierté d'exposer des œuvres de manière consensuelle, bien sûr. Là, évidemment, on veut... Comme là, par exemple, au Musée national, il y a l'exposition Premier jour qui est actuellement là, offerte. Et là, c'est de l'art autochtone canadien qui vient de la collection du McMichael. Puis c'est fabuleux, là. C'est vraiment exceptionnel comme exposition. Je l'ai vu et puis j'invite tout le monde à y aller. Là. Puis ça, c'est fait avec des peuples autochtones impliqués. C'est une collaboration. Oui, dès le début du projet, les autres personnes autochtones sont impliquées. Exact, donc, exact. Le narratif est réfléchi ensemble. Tout à fait. Puis même que moi, je leur ai donné un peu de... Lorsqu'ils ont fait le vernissage, c'est pour faire de faux pas là, dans le protocole, dans tout ça. Donc, je pense que je peux apporter ça au Musée national, c'est-à-dire cette perspective d'expérience et de s'assurer qu'on respecte les protocoles. Ah oui. Vous avez évoqué un peu plus tôt ce travail-là que vous avez fait, entre autres, là, au niveau de la nation Wendat pour rapatrier, entre autres, des ossements de vos ancêtres, des ancêtres de Wendat. Je crois qu'il y avait eu avec l'université, est-ce que c'est l'Université de Toronto,
qu'il y avait eu un moment où on a amené des ossements qui étaient à l'université, on les a réenterrés. Vous avez participé à cette En fait, oui, j'étais responsable de l'organisation de la cérémonie, alors à l'époque. En fait, ça a commencé en 2012, mais en 2013, la cérémonie a eu lieu en septembre. Ça a été une organisation assez longue, là, parce qu'il y avait beaucoup de protocoles à penser. Et c'est pas moi qui a fait, vraiment, je suis pas du tout une experte en rituel Wendat ou quoi que ce soit, mais puis de toute façon, vous savez, on n'avait pas l'habitude de déterrer nos morts, puis les mettre dans des boîtes, puis les envoyer dans les universités. Hein? Alors là, il fallait s'assurer d'être le plus près possible d'un rituel funéraire Wendat. Alors, c'est donc avec la Maison Longue, ici, les gens qui sont impliqués dans nos rituels et qui connaissent mieux que moi, évidemment, là, tout ce côté-là, eh bien, ils ont été impliqués directement. Et puis, on a pu établir un peu là, la procédure de comment on va faire ça. Parce que, vous savez, il y avait 1760 corps. À l'Université de Toronto? Oui, dans des boîtes? Dans des boîtes, dans 780 boîtes. Donc, il fallait traiter de tout, comment on va transporter les boîtes, etc., etc. Et oui, ça a eu lieu, donc, en septembre 2013. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, évidemment, de réenterrer nos ancêtres le plus près de là où ils ont été déterrés. Donc, on a trouvé un endroit avec, l'Université de Toronto, Ontario Heritage Trust, la fiducie du patrimoine ontarien, en tout cas, partenaire là, qui nous a bien supporté, évidemment, sur le plan logistique et les permis et tout, là, pour faire ce réenterrement-là qui a eu lieu. Qui a eu lieu dans la région des Grands Lacs, j'imagine? C'est dans la région de Vaughan, en Ontario, oui, proche de Toronto. Parce que les Wendat étaient là, historiquement, étaient à cet endroit. Donc là, les ancêtres sont retournés à cet endroit, ont été réenterrés à cet endroit-là. Exactement, oui. Ça a dû être un moment... Écoutez, c'était exceptionnel. C'est sûr que ça demeure quelque chose de très privé. Oui. On voulait vraiment faire ça de façon solennelle et puis ça a été fait d'une manière respectueuse et tout. Mais ça a été grandiose d'un point de vue émotif aussi parce que de voir nos ancêtres comme ça retourner là où ils auraient jamais dû être sortis, c'est très émotif. Ah oui, quelque chose de l'ordre de la réparation, encore une fois. Là. Ah oui. Merci d'avoir accepté d'en parler, parce que c'est quelque chose quand même de symboliquement très, très fort. Mélanie Vincent, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile. Je voulais l'aborder avec vous aussi ce matin. Entre 2012 et 2019, vous avez été chargé de déployer des campagnes sur les processus de réclamation à la suite de recours collectifs, dont celui concernant la RAF des années 60. Je vais juste rappeler là, que ce terme, là, Mélanie, vous me corrigez là, si je le résume mal, là, c'est un terme qui désigne l'enlèvement à grande échelle d'enfants autochtones de leur milieu de vie et leur adoption ultérieure par des familles, la plupart non autochtones, aux États-Unis, au Canada. Plusieurs recours collectifs. Bon, il y a eu ce recours concernant la RAF des années 60. Il y a plusieurs recours collectifs aussi en cours en ce moment. Étant donné que vous avez travaillé dans ces dossiers-là, Mélanie, j'avais le goût de vous demander, les recours collectifs, est-ce qu'ils arrivent à contribuer à la guérison, à l'apaisement des personnes qui y participent? Il faudrait le demander à ces personnes-là. Tu sais, moi, je peux pas parler au nom... Moi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je suis là. J'ai pas vécu, moi, ces situations-là, puis je peux pas dans ma posture, la seule chose que je peux faire, c'est de mettre à contribution mon expertise, dans le sens que moi, je suis capable d'expliquer des choses, de dire, ben voici la procédure, voici comment ça marche pour réclamer une compensation financière, voici les règles, et voici le formulaire. Je vais même vous aider à le remplir s'il faut. Encore une fois, des formulaires, ça revient toujours. Oui. mais en même temps, avec beaucoup d'empathie, c'est d'expliquer aux personnes, puis avec du support, évidemment, accompagnant évidemment la démarche, là, de pouvoir accompagner les personnes qui retournent dans probablement des histoires très douloureuses, peut-être pour certains, peut-être moins pour d'autres. Alors voilà, moi, ce que j'aurais le goût de vous inviter à peut-être poser les questions aux personnes concernées, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages. Et je dirais que, en fait, certaines personnes désirent en parler, d'autres pas. Il y a eu beaucoup de commissions. Là. Par exemple, la fameuse tournée qu'avaient fait les commissaires là, pour les pensionnats. Les gens, les victimes ou les survivants pouvaient, et leurs familles, là, pouvaient s'exprimer devant les commissaires et tout. Mais pour la RAF des années 60, il n'y a pas eu cette démarche. C'est vrai. Il n'y a pas eu de tournée comme ça. Et puis moi, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que j'organisais la tournée
pour informer les gens de leur droit de réclamer tout simplement. À travers le pays, on a fait 49 sessions d'information là, dans plusieurs villes, etc., puis milieux. Et puis, en plus de d'autres stratégies de communication, là, mais des séances d'information comme ça. Puis souvent, les gens utilisaient l'occasion pour s'exprimer puis exprimer leur vécu. Alors, c'est pourquoi ça avait été très important d'avoir en place, sur place, des aînés ou des personnes en support psychologique, santé, pour le bien-être des gens, le mieux-être des gens. Donc, je m'assurais toujours qu'il y avait des gens qui étaient capables de récupérer là, les personnes, d'aller les voir, d'aller leur mettre la main sur l'épaule, leur donner l'occasion de pouvoir faire un cercle de discussion. Fait qu'à chaque rencontre, il y avait ça. Parce que, justement, les gens, puis ça arrivait presque à chaque réunion qu'on a fait, là où il y avait des gens qui s'exprimaient sur leur vécu, alors que, tu sais, c'était pour nous l'objectif. En tout cas, moi, j'expliquais la procédure, mais, tu sais, c'est très froid, tu sais, un formulaire, remplissez ça, mettez telle pièce de... Mais les gens prenaient ça aussi comme un moyen de s'exprimer, puis j'ai entendu beaucoup de gens qui ont souffert. Hein. Ben oui. Puis c'est une occasion pour ces personnes-là aussi de reprendre le contrôle sur... justement, leur histoire, dans le fond, là, et de la raconter, de la dire. Ben encore, de la rave des années 60, encore faut-il savoir qu'on a été adopté. C'est ça, là, tu sais. Donc, il y en a qui sont peut-être encore dans l'ignorance, tu sais. Alors, il fallait déjà être en mesure d'être capable de prouver que tu l'as été adopté, là, tu sais. Donc, tu sais, c'est déjà assez difficile d'avoir vécu ça. Puis là, en plus, il faut que tu commences à prouver tout ça, puis à l'expliquer, tout ça. Tu sais, c'était pas... Évidemment, le formulaire était simple, tout ça, mais peu importe, tu sais, je veux dire... C'est quand même douloureux pour beaucoup de gens. Là. Il y en a, comme je disais, là, c'est pas tout le monde, mais il y en a pour qui ça a été... Ben, la plupart, ce que je vous dirais, là, ça a été difficile. Ben oui. Et en terminant, Mélanie, vous avez gravité à plusieurs reprises au fil de votre carrière dans les cercles politiques, tant dans votre communauté qu'au niveau de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Est-ce que vous aimeriez un jour vous porter candidate, vous présenter ici, comme grande chef à Wendake? Sauf erreur de ma part, la dernière femme grande chef de la nation Wendat, ça remonte à il y a 30 ans. Écoutez, moi, non. Je vous réponds tout de suite. Je ne veux pas me présenter à aucune élection, bien que je me le fasse demander souvent. C'est pas original. Non, mais non. En toute humilité, moi, c'est pas le rôle que je veux jouer. Moi, je me sens utile à faire du travail de terrain. Évidemment, c'est un travail de terrain, être en politique, ça, c'est sûr, parce que j'ai travaillé avec plusieurs politiciens, puis je le vois que c'est tellement difficile. Mon propre frère a été grand chef ici à Wendake, puis, tu sais, c'est pas évident pour la famille, les critiques, les ci, les ça, les conflits, Bon, évidemment, il y a des belles nouvelles aussi, hein, il n'y a pas juste un côté... Mais c'est très accaparant, et moi, j'ai le goût de travailler sur plus... Tu sais, j'ai coué, j'ai plusieurs autres projets, j'en fais plein, puis... J'aime bien travailler aussi à plusieurs niveaux, au niveau de plusieurs nations. Fait que moi, mon intérêt est là et mon expérience est là. Alors, voilà. Ce qui fait que non, je ne me présenterai jamais aux élections. Mais j'encourage toutefois les femmes à le faire, hein, parce que dans plusieurs milieux, on le voit aussi ailleurs, là, pas juste ici à Wendake. Mais il y a peu de femmes, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez demandant. Puis peut-être que, je veux dire, il faut trouver des moyens aussi de pouvoir accommoder, là, si on veut, le quotidien est rendu difficile, là, je veux dire, de concilier la vie de famille, les enfants, etc. C'est pas évident, puis ni pour un père, ni pour une mère, là, je veux dire, puis la politique, c'est pas juste pour des personnes retraitées, là, je veux dire, je trouverais ça intéressant qu'il y ait plus de jeunes, plus de femmes aussi. Mais bon, c'est pas évident non plus comme job, non, là, ou en tout cas comme fonction, parce que c'est pas une job, dans le fond, c'est quasiment une vocation. Oui. Mais c'est la réalité aussi un peu partout. Oui. Mais assurément, votre implication, le travail que vous faites actuellement donne des fruits incroyables, puis je vous souhaite de continuer, de garder cette énergie-là qui est la vôtre. Donc, Mélanie Vincent, tiawink, vraiment, pour votre accueil, pour le temps que vous nous avez accordé, votre déjeuner sur la table, je vais vous laisser manger un peu, c'est magnifique. Donc... Merci. Tiawink. Un grand merci à Mélanie Vincent, femme Wendat aux multiples engagements, pour le temps qu'elle nous a accordé et pour ses propos inspirants. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu.
Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.